Allez hop, on est parti pour le point actu hardware d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi 16 mars 2021. Au programme de notre petit point actu hardware, Elon Musk qui fait à peu près n'importe quoi. Vraiment, vraiment. Il s'amuse, voilà, il vit dans un autre monde là-dessus. On va en parler très vite fait. On parlera ensuite du marché de l'ordinateur et de ses chiffres. Plutôt bon, hein, plutôt bon. Ça marche plutôt bien aujourd'hui les ordinateurs et c'est quelque chose qui est plutôt recherché de plus en plus. Les marques se régalent, c'est toujours les mêmes qui ont le monopole bien sûr, mais plutôt des beaux chiffres, plutôt des beaux chiffres. On parlera ensuite de la technologie FPS Boost, technologie incluse dans les nouvelles Xbox, les Xbox Series S et X. Une technologie qui est pour le coup plutôt sympa, vraiment pas bête, pas si compliqué que ça j'imagine à mettre en place, et avec un vrai potentiel. Des nouveaux jeux annoncés compatibles, il va falloir tester, mais ça a du potentiel, clairement ça a du potentiel. On parlera ensuite d'un petit périphérique très atypique. Je vous en dis pas plus, à part que c'est de la marque MSI, mais c'est très bizarre. On reviendra ensuite sur de la RAM, des barrettes dont on a déjà parlé, des barrettes colorées avec du RGB, avec des fréquences plutôt élevées au maximum sur les plus hauts de gamme. On a enfin les prix. Pas des prix super accessibles, voire très chers pour le plus haut de gamme, mais un peu atypique et clairement on est déjà sur un secteur haut de gamme de base, hein. On n'est pas sur des barrettes de RAM accessibles qui vont être pour tout le monde, mais elles sont atypiques et c'est un peu sympa. On parlera ensuite processeurs avec 3 nouveaux processeurs du côté AMD, des processeurs mobiles, des processeurs pro. Je sais pas trop ce que ça veut dire. On va en parler vite fait. Je vous avoue que voilà, j'ai lu dans le détail cette news et j'ai pas été méga convaincu. Là où d'habitude, au moins sur les performances, AMD arrive à nous convaincre. Si j'ai des questions sans réponse, il faudra attendre qu'ils sortent et qu'ils soient testés. Mais il y a quand même des questions à se poser. On continuera bien sûr avec une grosse news d'aujourd'hui, l'annonce officielle, même si on en a déjà beaucoup parlé et qu'on sait déjà beaucoup de choses, l'annonce officielle de cette 11e génération de processeurs Intel pour les ordinateurs de bureau. On a enfin toute la gamme, toutes les caractéristiques. On a même les prix en dollars et en euros. C'est intéressant. Mais encore une fois, on se repose les mêmes questions et on fait les mêmes remarques que lors des précédentes news concernant ces processeurs. Il y a certains modèles, je sais pas. Il y a certains modèles, je suis pas convaincu. D'autres, beaucoup plus. Mais notamment le haut de gamme, ce qui fait normalement la vitrine et aussi là où les marges sont les plus importantes. C'est un peu plus dur. On verra. Encore une fois, il faudra les tester. Mais par contre, pour les processeurs plus accessibles, je pense qu'il y a un truc. Il y a un truc à jouer. Intel peut, parce que Intel a l'air d'avoir de la disponibilité, et ça va être leur grande force. Et s'ils savent faire des processeurs accessibles, ça peut être intéressant. On en reparle. On en reparle. Je finis le sommaire. On finira avec, bien sûr, un tout petit peu d'actualité, carte graphique, mais vraiment un tout petit peu. Une petite news d'NVIDIA qui nous annonce la compatibilité Reflex, leur technologie à eux pour réduire la latence sur le jeu Overwatch. On nous montre des benchmarks qui font rêver, clairement. Faudra voir. Mais on nous annonce quelque chose de vraiment réel
et significatif. Ça reste une annonce Nvidia, tout de même. Et on finira avec ces histoires de 3060 bridées pour le mining ou pas, des erreurs de Nvidia ou pas. Un peu de tout plein de problèmes dans cette histoire. On a un peu plus d'informations qu'hier, on en parlait déjà hier. Un peu plus d'informations et ici, peut-être une erreur. Peut-être. On peut commencer tout de suite avec, bien sûr, Elon Musk qui fait à peu près n'importe quoi en ce moment. Il a décidé de changer son intitulé de poste. Il le peut parce qu'il est PDG. Mais il a décidé de ne plus être nommé PDG, mais d'être nommé Techno King of Tesla. Voilà son nouveau titre officiel. Donc c'est vraiment acté dans les statuts de la boîte. Hein. Il est nommé en tant que Techno King of Tesla. Assez incroyable tout de même. Et il s'est décidé à nommer son CFO, le Master of Coin, le CFO qui est directeur du service financier. Donc voilà, hein, des petits jeux de la part d'Elon Musk un peu étranges comme souvent. Mais bon, il s'amuse, il fait ça pour embêter la SEC, qui est un organisme de régulation des activités au moins boursières, voire peut-être financières, je sais pas trop, aux États-Unis, donc un organe gouvernemental de régulation. Voilà, ça l'amuse. Il a visiblement le temps de mettre ça en place, parce que j'imagine qu'il faut tout de même faire un peu de paperasse pour faire rentrer ça vraiment légalement dans, dans les statuts de l'entreprise. Mais voilà, visiblement il a du temps à perdre et de l'énergie et de l'argent à dépenser pour son amusement. À noter tout de même que ça contraste un peu avec les problèmes qu'ont eu Tesla, avec notamment la gestion de la crise sanitaire, où ils ont peut-être pas fait tout ce qu'ils auraient dû faire, ils ont peut-être repris trop tôt, notamment contre l'avis des politiques locales, certains endroits, et ça a créé peut-être un cluster. Donc voilà, il fait de la com autour de trucs qui le mettent plus en valeur que d'autres informations qui pourraient l'entacher. Comme d'habitude, hein, c'est un génie de plein de trucs et il gère sa communication au millimètre, comme d'habitude. Aucun problème à se faire du côté du cher Elon Musk, qui s'en sortira très bien avec son nouveau titre de Techno King of Tesla et son CFO, le Master of Coin, quand même le maître des pièces à la trésorerie. Bien joué, bien joué. Petit côté jeu de rôle ici. S'amuser avec ce qu'on a. Salut Crowfish. On continue avec des chiffres sur les ventes d'ordinateurs. Clairement, ça se passe bien pour les ventes d'ordinateurs, on va pas se mentir. La crise sanitaire a en plus accéléré les choses en bloquant tout un tas de monde dans le monde, chez eux, et avec l'obligation d'avoir du matériel informatique pour continuer le travail à distance. D'ailleurs, il y a plein de secteurs de l'informatique qui ont été grandement touchés, des secteurs qui d'habitude coulent des jours paisibles. Je ne parle pas des cartes graphiques, où là c'est encore une autre histoire, mais par exemple les webcams qui ont été prises d'assaut et dont les références ont été absentes quelque temps des rayons. Les webcams qui sont normalement un secteur qui ne subit pas vraiment de grosses variations et de pics, qui est plutôt un secteur calme. Et là,
bah là, il savait plus quoi faire et il savait plus produire assez pour contenter la demande. Bien sûr, là, on a eu un pic et maintenant ça s'est calmé. On a de nouveau la possibilité de trouver des webcams, même si en général, elles ont quand même un peu augmenté en prix. Heureusement, les ordinateurs n'augmentent pas en prix, du moins pour l'instant. C'est déjà la bonne nouvelle. On arrive à toujours plus produire malgré l'augmentation constante de la demande. On est quand même arrivé en 2020 à 82,3 millions d'unités vendues. Les unités, c'est un ordinateur, qui soit de bureau ou portable. Tout de même, plus de 80 millions d'ordinateurs vendus. C'est assez énorme, augmentation de 17%. Mais ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que tous les ordinateurs ne sont pas logés à la même enseigne. Là où les ordinateurs portables et surtout les machines ultra portables, voire hybrides, donc ordinateurs portables, tablettes, écran tactile, tout ça, augmentent de plus en plus. Les ordinateurs de bureau, eux, ont tendance à reculer parce que, effectivement, maintenant, pour un usage bureautique, l'ordinateur de bureau peut sembler dépassé. Il peut sembler lourd à porter avec un gros boîtier, l'obligation de rajouter un écran, un clavier, une souris. C'est vrai. Mais il y a aussi des avantages, notamment le coût et l'entretien et le fait de ne pas forcément avoir besoin de changer trop régulièrement de matériel. Là où les ordinateurs portables sont de plus en plus devenus vraiment un consommable qui doit être changé tous les tant d'années maximum. Sinon, en contrepartie, vous payez un ralentissement et une utilisation qui n'est plus vraiment agréable et optimale. Donc ça reste un choix qu'il faut faire. Mais la plupart des gens se tournent aujourd'hui vers un portable. On comprend, hein. C'est quand même bien plus simple d'avoir un appareil qui est léger, qui peut tenir sous le bras et qu'on peut emmener n'importe où. Donc clairement, l'avenir a l'air de se tourner vers une majorité de périphériques portables. Après, on verra le jour où on sera capable d'avoir des petits PC de bureau, mais vraiment de taille réduite, avec des performances vraiment bien supérieures à tout ce qu'on peut trouver dans du portable. Peut-être qu'on aura moyen de faire une révolution, mais oui, à l'heure actuelle, beaucoup de gens achètent des portables et parce que c'est plus accessible, c'est plus simple. Et encore une fois, c'est portable, ça a quand même l'avantage, ce gros avantage, c'est de pouvoir l'emmener où vous voulez. Après, tout dépend de la taille et du poids, tout de même. Là où un 17 pouces est portable, mais tout de même assez embêtant à transporter, aujourd'hui, un 13-14 pouces, ça ne pèse rien et ça fait très bien le taf aussi. C'est intéressant, même si on sait vu l'engouement qu'il y a, que la demande est forte sur le matériel informatique. On continue avec FPS Boost, petite technologie maison de Microsoft qui est amenée sur les Xbox Series, donc la Xbox Series S et la Xbox Series X. Je vous dirai qu'une fois. Quel est l'intérêt de cette technologie? C'est d'améliorer votre expérience de jeu. Donc on ne va pas aller chercher une plus belle image, une plus belle résolution, on va juste aller chercher plus d'images par seconde pour avoir un jeu plus fluide et une sensation de jeu plus fluide, donc plus agréable. Deuxième point intéressant, c'est que tout est fait à l'intérieur de la console. Tout est géré par le système de la console et donc l'éditeur du jeu, lui, n'a rien à faire. Vous mettez, et même vous mettez votre jeu dans la console et la console détecte que tel ou tel jeu est compatible et vous propose de l'activer ou non. Ce qui est quand même pas mal.
Bien sûr, on parle de jeux plutôt anciens qui ont été inventés à une époque où des machines telles que les nouvelles Xbox n'étaient pas du tout pensées. Donc, le principe est en général pas d'atteindre des très hautes fréquences d'image, mais plutôt d'aller réussir à capter les 60 fixes, là où sur les titres d'origine, vous étiez sur des 30 plus ou moins potables. On parle surtout des jeux Bethesda. Alors j'ai perdu la liste des titres forcément. Voilà, ici, liste des titres. On s'y retrouve. Ici la liste des titres des jeux Bethesda. Hein, on acte bien l'acquisition de Bethesda, mais pas que. Après, je vous avoue qu'il faut essayer. Parce que la promesse d'un 60 fixe, c'est un peu le rêve de tout joueur console. Bon, peut-être plus maintenant où ils veulent encore plus, mais fut une époque où de l'optimal sur console, c'était du 60 images par seconde fixe. Et entre avoir du 60 images par seconde fixe et osciller autour, voire en dessous, c'est pas pareil. En fait, ce qui est important, c'est le fixe. Ce qui est très dur à avoir, même si on parle de jeux qui peuvent être un peu anciens et de consoles qui sont maintenant très puissantes. Clairement, les consoles dernière génération sont des vrais monstres de puissance. C'est une technologie qui va devoir être améliorée au fil des temps. Ils vont la perfectionner, ils vont roder leur matériel jusqu'à obtenir le plein potentiel de ce qu'ils ont créé. Mais c'est super intéressant. Et ça va dans l'esprit qu'a toujours suivi Microsoft de faire de la nouvelle génération aller vers l'avenir comme on doit le faire dans le jeu vidéo, tout en gardant toujours un petit peu de ce qu'on a fait avant et de le laisser compatible, possible d'y jouer, voir ce qu'on faisait avant, pour aussi pouvoir comparer et même pouvoir revenir sur des titres qui n'ont pas forcément eu d'équivalent. On peut faire des jeux toujours plus beaux, mais les types de gameplay, voilà, ça se réinvente pas. Un premier du nom reste un premier du nom. Et donc je trouve ça super intéressant. Je trouve que c'est vachement bien et c'est un truc qu'a toujours fait Microsoft. Je trouve que l'idée de cette technologie est super intéressante. On pourrait aussi, je sais pas trop comment ça marche exactement, mais on pourrait peut-être imaginer dans un monde où on pourrait le dériver sur nos PC, pourquoi pas, histoire de faire tourner des anciens moteurs à des fréquences plus élevées. Même si souvent on n'a pas ce problème de framerate bloqué sur les PC. Je sais pas trop comment, on sait pas trop les détails techniques de cette technologie. En tout cas, les promesses sont assez incroyables. En gros, on nous dit qu'on va doubler notre nombre d'images par seconde, ce qui est quand même assez fou. J'attends vraiment les tests pour voir si c'est que du marketing, parce qu'attention, ça reste une communication de la part de Microsoft qui n'a que pour rôle de se mettre en avant et de montrer les belles choses qu'ils sont capables de faire. Il faut attendre de voir les tests, ça va arriver. Et quand on aura les tests, on pourra juger si ils ont vraiment réussi. À savoir que je doute que ça soit parfait direct. Clairement, faut pas être utopiste. C'est une technologie intéressante, il va falloir la roder comme toutes les technologies intéressantes mises en place. La première version est rarement la meilleure. C'est aussi ce qui montre qu'on est capable de s'améliorer. On travaille dessus et on fera mieux. En tout cas, j'attends les tests et on en reparlera.
On passe sur un truc un peu chelou. J'ai vu ça passer, je me suis posé la question si on allait en parler. Un périphérique MSI, mais pas du tout une souris, pas du tout un casque, pas du tout un ordi. C'est une genre de pédale, un périphérique pour les pieds. Donc avec la possibilité de binder des trucs dessus. Euh, je trouve ça très étrange comme idée. Je sais pas trop à qui ça peut être dédié. Alors oui, je sais, par exemple, pour le piano, on utilise ce genre de truc, même pour d'autres pour d'autres trucs, on peut utiliser ce genre d'interrupteur. Comment ça s'appelle du coup un interrupteur parce que du coup, c'est pas manuel. Enfin bref, à utiliser avec le pied. Je trouve que c'est quand même assez étrange. Ça a pas l'air trop pour nous, hein. C'est vrai que c'est marqué. On a de l'écriture dans un alphabet asiatique, chinois ou japonais ou autre chose. Je ne sais pas. Mais étrange. Étrange comme idée. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un public. Et je me demande vraiment l'intérêt du truc. Surtout là où aujourd'hui, on peut avoir des souris avec 24 boutons. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter des commandes au pied? Pas sûr. En tout cas, c'est osé de la part de MSI qui sort ici le Liberator. Ça reste une idée étrange et à vous à vous de juger, mais je suis pas méga convaincu. On continue avec de la RAM, des barrettes, un peu pour les riches, on va pas se mentir. J'étais un peu déçu des prix, même si niveau visuel, je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça intéressant. Je trouve que mettre de la couleur, c'est pas bête. Je l'ai déjà dit plein de fois, mais aujourd'hui, on a souvent des boîtiers avec une vitre pour voir l'intérieur, pour voir la config. Avoir des couleurs vives sur certains composants, ça a un intérêt si vous avez une vitre. Et je trouvais l'idée sympa. En plus, on y va à fond. On a le RGB plus les couleurs vives. Les prix, on est aussi un peu allé à fond. Les moins chers, qui n'auront du coup pas de RGB, seront à 115 €. Du coup, le kit de 2 x 8 Go, donc 16 Go de RAM à 3200 MHz. Mais vous voyez, on est déjà sur des caractéristiques techniques haut de gamme. Et bien sûr, sur les plus élevés, les plus chers, 4600 MHz, 230 €. Ça coûte une blinde. Vitesse, fréquence très élevée. Vraiment 4600 MHz pour de la DDR4, on est sur des beaux paliers. On a le RGB, tout ça, mais 230 €, les 16 Go. Peut-être pas la plus optimale. Si vous voulez vraiment mettre beaucoup d'argent, pourquoi pas. Ça fera sûrement très joli, mais 230 € les 16 Go, ça reste un chouïa cher. J'aime bien l'idée. C'est un peu cher. Il faut que d'autres marques reprennent cette idée, qu'il y ait plus de monde, qu'il y ait des références qui se ressemblent pour avoir une petite guerre des prix et que ça aille vers le bas, là où c'est un peu les seuls à l'heure actuelle Thermaltake à proposer des kits avec des couleurs vives. Ce qui est un peu bizarre, hein, c'est un peu dommage et un peu bête, mais effectivement c'est les seuls. C'est pas, on demande pas la lune, hein, on leur demande pas de réinventer quoi que ce soit, juste de mettre des couleurs vives, un peu jolies, un peu flashy, pour la plupart des gens qui ont des boîtiers avec une fenêtre, parce que du coup, regarder quelque chose qui est pas forcément, voilà, si tout est en noir, bah un peu moins sympa quoi. Je trouve que c'est très dans l'air du temps. On continue avec des processeurs. Première news sur les processeurs AMD. 3 nouveaux processeurs
mobiles, donc pour des ordinateurs portables. Ils ont appelé ça les Ryzen Pro. Donc voilà, on se dit pro, dédié aux professionnels, ils vont être incroyables en termes de performance et aussi en général incroyablement chers. Souvent ça va ensemble. Pour les pros, c'est incroyable mais aussi incroyablement cher. C'est des pros, ils peuvent payer incroyablement cher. Ici, je vous avoue que j'ai été ultra déçu. Là où ces dernières années, AMD, ils étaient, on peut le dire maintenant, plutôt loin derrière en termes de processeurs portables. Ils sont arrivés en disant ok, on va travailler fort, et ils sont venus à l'heure actuelle à quelque chose de au moins aussi efficace, voire dans certains applicatifs plus efficace que les processeurs Intel qui sont encore présents en majorité sur le marché. Sauf que là, on nous annonce des pros. Moi, je m'attendais à des trucs trop bien. On a ici les informations, on va pas tout détailler, mais en fait, comparé à ce qui est déjà sorti, parce que oui, ils ont déjà sorti des versions qui n'étaient pas pro, des versions pas pro où on nous dit destinées à quelque chose de fin et léger, des notebooks business avec une grande autonomie. Donc on se dit performant mais pas trop quand même pour pas vider toute la batterie. Ok, on entend. On garde les caractéristiques et les pros ont les mêmes caractéristiques que ceux qui sont sortis. Que ce soit en termes de cœur, de fréquence et même d'enveloppe thermique, donc de chaleur dégagée. Là, on s'attend à voir des trucs moins légers, moins ultrabook pour du matériel professionnel. On peut se poser des questions de savoir s'il y a vraiment un intérêt à ces nouvelles références qui portent un autre nom. Donc elles vont vraiment exister en tant que nouvelles références pour abriter les mêmes caractéristiques que les versions ultra mobiles. Un peu étrange, je ne sais pas trop quoi en penser. Après, bien sûr, en tant que bon communicant, AMD a montré tout un tas de tests en montrant qu'ils étaient bien meilleurs que la concurrence, c'est-à-dire Intel avec son Core i7 1185 G7, visiblement son meilleur. Donc vous voyez ici des exemples montrant qu'ils sont au moins aussi bien, voire beaucoup mieux dans certains trucs. Ici, ce sont des outils de benchmark. Ça ne vous donne pas trop d'idées, mais vous voyez, en outil de benchmark, ça marche mieux. Ici, des applicatifs peut-être un peu plus faciles à imaginer. On a encore ici un outil de benchmark, mais ensuite le Office, le Microsoft Office, donc toutes les applications du pack Office. Sur Word, c'est pareil, mais sur Excel, on a plus 23%, incroyable, plus 4% sur PowerPoint. Vraiment, ça ne change rien, 4%. Pareil sur Edge, et dans le lancement, on a plus 19%. Donc voilà, ça se met en valeur. Notez tout de même que tout ça est donné par AMD. Ici, on se permet même de comparer du coup la masterpiece d'Intel en termes de processeur mobile au Ryzen 5 Pro, donc pas le meilleur qu'ils ont annoncé, le meilleur étant le Ryzen 7 Pro, en montrant que voilà, encore une fois, le processeur AMD se débrouille très très bien, notamment dans ses outils de benchmark. Ça reste. J'attends de voir un vrai test sur des vrais applicatifs concrets plus que des outils de benchmark. On sait que AMD s'en sort souvent très bien dans les outils de benchmark et parfois un peu moins bien dans des applicatifs réels. Encore une fois, pas convaincu. Ils annoncent les mêmes caractéristiques que la gamme non pro qui est censée être moins performante. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Et bon, les graphiques qu'on nous montre, c'est de la bonne communication, c'est de la bonne pub, mais on n'est pas à se faire avoir. On a un petit peu de recul par rapport à ça, et pour l'instant, pas convaincu. Je comprends pas trop pourquoi ils n'ont pas fait grimper un petit peu les fréquences et augmenter un petit peu la conso.
Là, on sait que, en général, les ordinateurs portables professionnels sont des trucs un peu plus gros, un peu plus lourds. Ça paraît normal et correct. Là où les premières versions non pro sont vraiment destinées à de l'ultra portable, ce qui n'est pas forcément les machines les plus performantes. On attendra de voir les premiers appareils équipés de ces AMD Ryzen Pro pour les portables. Et peut-être des AMD Ryzen Pro à venir pour les ordinateurs de bureau. Pas sûr. Spoiler alerte, pas sûr. On continue avec Intel qui nous a enfin, ils ont mis du temps et on en a bien trop appris avant qu'ils le fassent. Cette 11e génération est enfin annoncée, pas sortie, hein, annoncée de la part d'Intel officiellement. Les vraies infos d'Intel directement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. Attention. Mais s'il y a des erreurs, c'est de la faute d'Intel, c'est eux qui ont donné les informations. Alors je vais vous retrouver tout de suite la liste. Parce que là, du coup, on a la liste totale à yes. Alors, est-ce que je peux avoir la liste, please? À tous les coups, ça ne va pas marcher, bien sûr. On connaît, connaît ma chance. Oh, ça a marché. Est-ce que j'ai le droit à l'image du coup maintenant? Oui, j'ai le droit à l'image. Incroyable. Voici l'image. Donc on commence par le haut de gamme forcément avec les i9 et les i7. Notez tout de même à droite. Incroyable. Les prix en dollars. Des prix parfois qui paraissent vachement bas. Donc je ne sais pas. On a aussi toutes les informations. La fréquence d'horloge de base. Fréquence turbo. 2.0, 3.0, les Intel Thermal Velocity Boost uniquement disponibles sur les i9 les plus performants pour aller grappiller encore de la fréquence si le processeur n'est pas trop chaud. Les fréquences maximales sur tous les cœurs en même temps. Le nombre de cœurs, bien sûr, le cache. Et l'enveloppe thermique ici en watts. Donc on voit les plus gros 125 watts. Mais on note que le i9 et le i7 par exemple sont tous les deux à 125 watts. Bon après on a des trucs forcément un peu moins intéressants comme le nombre de canaux PCI Express, un peu moins intéressant. La RAM supportée, ça c'est un peu intéressant, on voit qu'on va chercher enfin les vraies grosses fréquences avec du 3200 géré nativement, ça c'est pas mal. Les prix, honnêtement je suis pas sûr. Je trouve ça pas si cher que ça, 539 dollars sur le i9, sur le processeur le plus cher. À voir, à voir, à voir. Et là, la fin. Ah non, même pas la fin, il y en a d'autres. Là, c'est seulement les i5. Vous voyez plein de i5. Je pensais pas qu'il y avait autant de i5. Bien sûr, on a une justification à tous ces modèles, ou presque. Mais quand on prend le plus performant, on est sur du 262 dollars avec une fréquence maximale sur un seul cœur de 4,9 GHz et potentiellement une fréquence turbo sur tous les cœurs de 4,6 GHz. Donc plutôt sympa. À ce prix-là, plutôt sympa vraiment. À attendre de voir la disponibilité. Mais vraiment, les i5 11e génération ont un vrai potentiel. Et du coup, la fin, les i3 et les Pentium. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu des Pentium. Au final, pas si mal que ça, ces petits Pentium à des prix vraiment très accessibles. Bon, je vous avoue, je ne vais pas acheter un Pentium. Hein. Mais les i3, pareil, hein, les i3 qui peuvent être des processeurs vraiment intéressants. Oui, ils ont que 4 cœurs, donc on ne sera pas dans l'ultra performance. Mais on est à des prix plutôt light. Hein. On en a un ici à moins de 100 dollars. Assez impressionnant. Avec tout de même 4 cœurs
qui tourne jusqu'à 4,2 GHz sur les 4 cœurs. Pas mal. Encore une fois, comme souvent, il faut attendre les tests des caractéristiques techniques à eux seuls ne suffisent pas à nous donner le potentiel de ce matériel. Mais autant le haut de gamme, je suis pas convaincu, autant les i5, je pense qu'ils vont très bien marcher s'ils restent à des prix corrects, avec une disponibilité importante, de quoi contenter la demande sans frustrer les gens. Ce serait incroyable. S'ils sont capables de faire ça, ils vont faire une très bonne sortie. Parce qu'on le rappelle, la majorité des processeurs vendus sont les i5, les Ryzen 5 et pas les i9 ou les Ryzen 9, qui sont des processeurs très très chers et pour très peu de gens. D'ailleurs, on a les petits prix en euros officiels à voir. C'est les tarifs de vente conseillés, donc on verra. On est sur du 690 € pour le i9 11900K, donc le plus cher. Le i7 11700K, quant à lui, sera à 510 €. Voilà, faites-vous une idée. Le i5 11600K, 320 €, peut-être un chouïa cher, on verra. On n'a pas du coup tous les trucs, mais le i5 le plus accessible serait à partir de 190 €. Ce qui est correct, plutôt correct. À voir encore une fois les prix réels à la sortie le 30 mars si pas de changement. La disponibilité aussi, très importante de savoir la disponibilité. Mais ces petits i5, je pense qu'ils ont un vrai gros potentiel, notamment pour le jeu vidéo. On rappelle, pour le jeu vidéo, il n'y a pas besoin d'avoir 10, 12, même 8 cœurs, ça peut être de l'overkill. 6 cœurs, c'est très très bien. Si vous avez 6 cœurs qui tournent vite, ce sera très très bien. Si i5 c'est du 6 cœurs, ça peut potentiellement tourner vite si c'est à des prix accessibles et qu'il y a tout le matériel compatible. Ça va régaler plus d'un gamer. On continue avec des choses qui peuvent potentiellement être la full régalade du gamer. La technologie Nvidia Reflex. Quel est le principe de cette technologie? Très très simple, réduire la latence entre le moment où vous cliquez sur votre souris, où vous appuyez sur votre clavier, où vous appuyez sur le bouton de votre manette, et le moment où l'action est vraiment effectuée. Et on nous promet monts et merveilles, bien sûr, avec ce magnifique graphique en bâton, où on nous montre ici la différence entre Reflex On et Reflex Off, donc avec ou sans cette technologie. Et on voit que même sur un vrai beau petit bébé, la RTX 3080, qui a seulement 26 millisecondes de temps de latence, on arrive déjà plutôt à gagner 10 millisecondes, alors qu'on a seulement 26. Encore mieux sur une 2060 Super où on part de 47 millisecondes de latence et on arrive à descendre jusqu'à 24, on gagne 23 millisecondes, ce qui est quand même assez incroyable. Oui, on finit sur les plus anciennes. Je suis possesseur d'un de ces modèles, une GTX 1660 Super, où bien sûr on part de très loin avec 63 millisecondes de temps de latence et on arrive à réduire jusqu'à 31. On fait vraiment des merveilles. On perd ici tout de même 32 millisecondes. Je vous jure que moi, 32 millisecondes, par exemple, dans mon ping, je le ressens. Là, une différence de 32 millisecondes, je la ressens fort. Surtout quand on est dans du compétitif. C'est assez fou. Malheureusement, c'est encore assez peu compatible. C'est un peu le seul défaut de cette technologie qui a l'air juste incroyable. Promettre à tout possesseur, et c'est ce qui montre ici, tout possesseur de carte graphique Nvidia, de baisser sa latence. C'est que du bon pour les gamers que nous sommes.
Il suffit que ça soit étendu à un maximum de titres, et surtout tous les titres qui ont vocation à avoir un peu de compétition, titres plus liés à l'e-sport. C'est ici le cas avec Overwatch, mais ça fait vraiment le taf, même si, je vous le dis souvent, il faut faire attention, ça reste une communication Nvidia. Bien sûr qu'ils vont se mettre en valeur, ils vont pas se tirer une balle dans le pied, ils sont pas non plus bêtes. Mais c'est super intéressant, franchement, en termes de performance, ici on voit le gain est réel, et en plus en termes de rétrocompatibilité sur les anciennes générations et architectures de cartes graphiques, c'est très très bien. Merci à vous Nvidia de penser aux gens qui n'ont pas forcément la toute dernière carte graphique parce que pas disponible ou parce que pas forcément besoin de changer pour l'instant. De nous faire profiter aussi de ces nouvelles technologies, nouveaux petits trucs qu'ils mettent en place. C'est bien de penser à tout le monde. On finit avec cette histoire. Hier, on a parlé de cette fameuse limitation sur les RTX 3060 pour miner de l'ETH, de l'Ethereum. On a dit hier, ça a sauté. Visiblement, il y a eu d'un coup plein d'histoires, des gens qui avaient réussi de manière logicielle. Alors eux, des génies, visiblement. D'autres personnes qui avaient réussi en changeant le driver, et ici on en parle, ce fameux driver, qui était en bêta, qui est sorti comme ça, un peu, peut-être un peu à la va-vite, peut-être qu'ils ont upload sans vérifier quel fichier c'était, parce que dans ce fichier, on enlève, ou du moins on enlève peut-être une partie, un peu délicat, mais il semblerait que si vous avez téléchargé ce driver et que vous l'avez installé sur votre 3060, elle est débridée pour miner de l'Ethereum seulement si elle est la seule carte graphique détectée dans le système. C'est un peu compliqué à savoir si c'est une vraie erreur ou si c'est un test. On ne sait pas. Nvidia s'est plus ou moins justifié de manière plus ou moins bancale en disant non, mais en fait, c'est pas vraiment une erreur, c'est juste que voilà, on veut pas priver les gamers de pouvoir miner de l'Ethereum s'ils le veulent avec leur carte graphique, seulement s'ils en ont une seule, ce qui représente du coup pas une ferme de minage et donc des cartes graphiques en pagaille qui tournent H24 pour miner de la monnaie, juste pour le gamer qui, s'il a envie de faire tourner sa carte graphique entre deux games de League of Legends pour miner de la crypto-monnaie, il a le droit. On ne sait pas. En tout cas, si vous avez qu'une carte, ça marche. Si vous en mettez plusieurs, visiblement, ça ne marche pas. On ne sait pas. Vraiment, tout ça semble très louche, tout ça semble très hasardeux. Je ne commenterai pas, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est même si depuis ça a été retiré, hein, bien sûr. J'imagine bien qu'une fois que ça a été lâché, il y a toujours des gens pour, j'imagine, le diffuser. Donc, je pense que les gens intéressés ont eu la possibilité de mettre la main dessus. On peut se dire que c'est une erreur, vu qu'ils l'ont retiré, même si leur communication laisse sous-entendre que c'est pas vraiment une erreur. On sait pas. Encore une fois, cette histoire de bridage qui fait beaucoup parler, qui fait encore beaucoup couler d'encre, même s'il semblerait que ça soit plus ou moins plus en place, ou du moins contournable. Pour ou contre, je sais pas. En tout cas, c'était un des essais de Nvidia pour fluidifier la disponibilité des cartes liées au gaming tout en lançant en plus sa gamme dédiée au mining. Je sais pas. Au moins ils essayent. On peut leur donner ça. Ils n'ont pas vraiment réussi, mais au moins ils essayent. C'est là-dessus qu'on conclut
notre point actu hardware du jour. J'espère que vous avez apprécié ce moment, que vous avez passé un bon moment. On continue demain pour la suite de l'actualité. J'étais en train de lire un truc, pardon. Demain, la suite de l'actualité hardware. Et merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, vous pouvez faire des retours. Je prends tous les retours avec grand plaisir. Toutes les critiques constructives surtout, avec grand plaisir. Et j'essaye de m'améliorer au possible.